Ah ouais, donc la langue de bois et le mensonge, Oui, finalement. voilà, en gros. Oui, ou les manières de communiquer qui sont vraiment extrêmement stéréotypées et qui peuvent en fait s'échanger suivant les entreprises dans lesquelles on travaille. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui mon invité en face de moi, Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas depuis 2 ans, après 6 ans à la tête d'Unifrance. Pourquoi est-ce que vous étiez la personne à mettre à la tête de la Fondation BNP Paribas? Pourquoi vous étiez la femme de la situation, justement? Je ne sais pas si j'étais la personne, mais en tout cas j'étais une personne en quête de sens et j'avais envie d'être utile. J'avais envie de continuer en fait le métier que j'ai toujours fait, qui est votre métier, de questionner le monde, de donner à réfléchir et puis d'essayer quand même un peu de voir si le monde ne peut pas se transformer dans le meilleur sens. Et donc du coup j'ai trouvé cet outil qui est la philanthropie, qui est presque aussi efficace que le fait de parler devant une caméra ou devant un micro, mais qui permet d'avoir beaucoup plus d'impact et de vraiment se dire qu'on change la vie quotidienne des gens. Parce que les fondations d'entreprise, c'était en gros, est-ce que vous cherchiez à aller dans une fondation d'entreprise, peu importe l'entreprise à laquelle elle était rattachée, ou alors c'était un peu par hasard finalement, et puis vous avez rencontré, voilà, rencontre humaine qui est... C'était absolument pas par hasard, j'ai cherché la plus efficace, puisque je voulais de l'impact. Donc en fait, j'ai cherché parmi les plus grosses et parmi les plus anciennes, celles qui avaient quand même le plus d'influence et le plus d'impact, et c'était donc celle qui est sans doute la première fondation d'entreprise en France, la fondation BNP Paribas, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle a 38 ans d'existence, elle est reliée à la Fondation de France, donc il y avait tous les gages de respectabilité, de légitimité, surtout d'expertise. Je ne vous cache pas non plus qu'effectivement, j'ai été chassée aussi, c'est toujours très agréable, par la Fondation Rolex, et puis j'ai beaucoup discuté aussi avec la Fondation Gates et avec la Fondation Obama, mais mon choix s'est finalement porté vers cette fondation. Donc 38 ans, c'est la doyenne des fondations d'entreprise, on peut dire. C'est un peu ça. Et donc depuis... il y en a de plus en plus, en gros, si on prend le pouls des fondations d'entreprise, justement, des grosses structures. Il y en a de plus en plus en France, mais sachez que quand même, si on regarde nos amis espagnols, italiens, si on regarde même l'Angleterre et bien sûr l'exemple américain, il y a beaucoup plus de fondations. En France, il y en a à peu près 3000, on va dire ça pour aller vite. Il y en a à peu près 4000 en Espagne, 5000 en Italie. Je vous donne des chiffres qui sont globaux, puisque ça n'inclut pas forcément les fonds de dotation. Et puis aux États-Unis, on est pratiquement à 8000, 10 000 fondations. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire en termes de philanthropie. Et je pense que le secteur privé peut faire valoir sa responsabilité sociale. Et ça, c'est pas que du greenwashing. C'est pas juste de dire qu'il y a la RSE, c'est de se dire qu'effectivement, l'entreprise peut se dire je suis responsable du monde qui nous entoure et un monde qui ne va pas bien, où il y a des inégalités, où les gens sont de plus en plus vulnérables, de plus en plus au chômage, où il n'y a pas de cohésion sociale, voire de moins en moins de démocratie, et ben, je pense que c'est une manière de se sentir responsable, et c'est tant mieux si l'entreprise se préoccupe, en même temps que les pouvoirs publics, d'améliorer ce monde. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce retard français, entre guillemets? Pourquoi est-ce que 38 ans, pour parler de la vôtre, c'est très jeune, finalement? Et pourtant, les inégalités sociales, ce que vous venez de décrire, ça ne date pas d'il y a 38 ans. Oui, bah, écoutez, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, dans le modèle français, c'est l'État-providence. Donc c'est vrai que c'est un petit peu logique. Dans l'esprit de beaucoup de gens, on se dit qu'on donne aux impôts. L'entreprise aussi se dit qu'elle contribue par ses impôts. Et du coup, c'est vrai qu'on met un petit peu moins dans les fondations. Mais le monde a changé, notamment depuis le Covid. Vous avez vu l'importance des dons. Il y a eu ça aussi avec Notre-Dame, quand même, avec 200 millions d'euros qui ont été donnés par certaines entreprises, y compris par le groupe et par la banque que je représente ici. Mais c'est vrai que du coup, on s'est dit, c'est incroyable, il y a des gens... Il y a des associations, et il y a donc des fondations, et il y a donc des entreprises qui sont capables de nous aider à résoudre un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, qui est par exemple d'amener du gel hydroalcoolique d'un endroit à un autre, d'amener des paniers repas d'un endroit à un autre. Et ça, effectivement, depuis le Covid, le monde a changé. Avec en plus une génération, et je vois bien qu'elle frappe à ma porte, parfois, des jeunes qui disent « on veut une société qui a plus de sens, on veut des entreprises, justement, qui sont plus préoccupées d'écologie, d'environnement ». Et bien ça, c'est possible, justement, avec la philanthropie. Et ce que vous me dites aussi, vous me parlez de Notre-Dame, vous me parlez du Covid, ce sont des choses pas prévisibles, c'est-à-dire elles sont arrivées sur notre nez, personne ne pouvait le prédire. Donc, ce qui donne envie aux gens de donner, justement, ce sont des choses imprévisibles. C'est-à-dire que si on vivait dans un monde un peu lisse où il ne se passe rien, ça ne bougerait pas non plus de ce côté-là, en gros. Si je lis un peu, si j'interprète un peu vos propos. Et vous avez tout à fait raison. Et là, c'est vrai que j'ai entendu récemment Jean-Laurent Bonnafé dire faut faire comme les paysans, il faut mettre de l'argent de côté pour prévoir les crises qui ne sont pas prévisibles. D'autant plus qu'on sait qu'on est dans un monde où il y aura de plus en plus de crises
climatique, environnementale et par exemple de plus en plus de réfugiés. Les réfugiés étant une cause qui nous tient à cœur à la Fondation, avec notamment justement ces 20 dernières années, 18 millions d'euros mis sur la table et puis plus récemment, pour la guerre en Ukraine également, sensiblement les mêmes montants qui ont été alloués justement pour aider des associations ukrainiennes et polonaises. Mais il n'y a pas que, effectivement, ces considérations. Il y a également ces inégalités qui perdurent, et notamment ce qu'on appelle les inégalités de destin. Quand on explique aux Français qu'on vit dans le pays le plus inégalitaire d'Europe, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont de moins en moins de chances d'avoir leur bac, d'avoir un diplôme, d'avoir une vie un peu paisible ou de trouver un emploi. On est dans une situation d'appauvrissement et de précarité accrue. Donc du coup, c'est vrai qu'une fondation, et donc le monde associatif peut aussi contribuer à cela, à réparer ces inégalités de destin. Vous parlez de causes, Isabelle Giordano. Est-ce que les fondations représentent plus ou moins toutes les mêmes causes, ou alors est-ce que d'une fondation à une autre, est-ce qu'il y a sensiblement des différences? Et vous, donc ça fait beaucoup de questions en peu de temps, mais votre patte à vous, à Isabelle Giordano, dans cette fondation BNP, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, je dirais qu'il y a des différences de fond et de forme dans la manière d'agir. Donc, il y a ceux qui choisissent, par exemple, des manières un peu modernes. On appelle ça l'innovation sociale. Bon, ça peut sembler être un peu du chinois, peut-être pour ceux qui nous regardent, mais c'est très, très simple. L'innovation sociale, c'est d'aller chercher, justement, qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qui est innovant. Et puis, il y a aussi le changement systémique, de se dire que, voilà, plutôt que de mettre des sparadraps et de réparer les inégalités, on va réparer les causes des inégalités. Un peu la parabole, vous savez, de apprendre à pêcher ou donner du poisson. Donc ça, c'est pour la forme. Et puis, il y a le fond. Effectivement, la Fondation BNP Paribas qui a choisi donc une forme un peu moderne, qui a choisi l'innovation sociale. Elle a choisi aussi des causes très claires, très identifiables. Aider les plus vulnérables. Il y en a 3 notamment. Les jeunes, tous ceux qui sont victimes justement de ces inégalités de destin. Donc on a choisi l'égalité des chances comme étant notre cause prioritaire. Il y a également les femmes et les réfugiés. Donc ça, c'est vraiment nos causes prioritaires. Ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, de mettre 6 millions d'euros tous les 3 ans dans un programme dont on est très fiers. Le magazine de la recherche a dit que c'était le plus beau programme qui existait en France en termes de recherche sur la biodiversité et le climat. Donc c'est également soutenir la recherche publique qui en a besoin, qui a besoin de l'argent du privé. Et puis de soutenir aussi un 3e domaine qui est important, qui est la culture. Et ça, vous savez à quel point je suis très attachée à l'accès à la culture. Et donc dans ce mécénat aussi, très engagé, on choisit des artistes parce qu'ils sont pionniers. Donc en fait, qui on va aider comme artistes? On va aider les petits qui vont devenir grands. Et moi, j'aime bien cette définition un peu de la philanthropie que donne souvent Antoine Cyr, le directeur de l'engagement, qui est de dire c'est rendre possible l'impossible. C'est d'essayer d'être un repéreur de talents, qu'ils soient artistes, chercheurs ou simplement à la tête d'une association. On parie et on se dit que cette personne va devenir justement importante dans la société et va être capable d'être un accélérateur de transition sociale et environnementale. Et si je devais en fait ne dire qu'un seul mot pour résumer ce qu'est la Fondation BNP Paribas, c'est l'impact. Pas 1 euro ne sort de la Fondation sans qu'on sache vraiment pourquoi il est destiné. Et l'accélérateur, l'incubateur, c'est un peu le synonyme de ce qu'est une fondation. Est-ce que vous voyez qu'en interne, donc que ce soit chez BNP ou ailleurs, parce que la fondation d'entreprise, c'est une entité finalement d'un groupe, est-ce que vous sentez, surtout à l'échelle d'un groupe énorme comme la BNP, qui a un intérêt des collaborateurs? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes aussi là pour animer tous ces sujets et les porter au plus grand nombre? Est-ce que vous sentez qu'en interne, les collaborateurs s'y intéressent et qu'ils ont envie de passer du temps et de savoir ce que vous faites précisément? Tout à fait. Je vous remercie d'ailleurs de ne pas m'avoir dit que j'étais un faire-valoir, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une fondation ou qu'une journaliste soit embauchée justement pour devenir une sorte de porte-parole, de perroquet, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. Du coup, la fondation se différencie de la banque. Ce n'est pas la banque, mais c'est un outil au service d'un engagement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de se dire pour aller vite et pour caricaturer, on pourrait dire qu'on utilise l'argent des banquiers pour justement avoir un impact sur la société. Mais c'est vrai que je caricature, mais c'est quand même vraiment ça. Si je prends juste l'exemple d'un des programmes qu'on a mis en place depuis 16 ans, qui s'appelle Projet Banlieue. On fait les comptes et on se dit, voilà, il y a eu plus de 20 millions d'euros depuis 16 ans qui ont là aussi servi à améliorer la vie, le vivre ensemble dans les quartiers. On vient de passer le cap des 1000 associations soutenues. Donc vous voyez qu'avec cet argent et cette somme, c'est presque l'équivalent d'une politique publique, c'est presque ce qu'aurait pu mettre le maire de Lyon ou le maire de Marseille au service de l'inclusion des jeunes. Et bien c'est ça qui permet de changer la vie des gens. Et je vous donne juste un exemple. Moi, en fait, quand j'ai été embauchée,
on m'a dit justement, Antoine Cyr m'a dit, regarde cet immeuble à côté de toi, il y a tant de femmes battues. Ton job, c'est de faire en sorte que dans 1 an ou dans 2 ans, il y ait moins de femmes battues. Donc vous voyez les jeunes dont on parle et qui viennent d'être embauchés dans un groupe comme BNP Paribas, mais je pense que c'est la même chose chez Carrefour, chez Sodexo, etc. Je pense qu'ils se disent, moi je veux aller dans une boîte où le matin, je me dis, j'arrive le matin à 9h, 9h30, je sais que je vais avoir plus de jeunes qui vont trouver du boulot, je vais avoir moins de femmes battues, je vais essayer de faire aussi un petit pas vers la biodiversité et contre le dérèglement climatique. C'est intéressant ce que vous me dites, Isabelle Giordano, parce que vous avez, dans les fondations, on a des objectifs chiffrés, c'est-à-dire de la même manière qu'un banquier a envie de faire tel chiffre, tel bénéfice, etc., bah, vous, on vous dit, bon, bah, les bénéfices sont évidemment pas les mêmes, elles touchent davantage à l'être humain et aux causes humaines beaucoup plus que de l'argent, même si on le sait que l'argent est important pour faire changer les choses, mais vous avez des objectifs très, très clairs. Des objectifs très clairs, et j'ai envie de dire que c'est moi aussi qui me mets mes objectifs chiffrés, c'est-à-dire que par exemple, on vient de décider avec mes collègues de l'informatique et de la communication d'essayer d'avoir 1000 femmes et jeunes filles embauchées dans le secteur de l'informatique, de l'IT, d'ici 2025. Donc, vous voyez, on se fixe ces objectifs. Jean-Laurent Bonnafé nous a dit aussi, je voudrais que la philanthropie, ça soit toujours au-dessus de 50 millions d'euros pour la philanthropie mondiale, pour l'ensemble du groupe. 200 000 salariés dans le monde, c'est vrai qu'il y a des entités, on est présent dans plus de 60 pays, et c'est vrai que chaque pays contribue, chaque métier contribue. Et 50 millions d'euros, ça nous situe quand même dans une moyenne qui est parmi les plus grosses fondations en Europe. Qui dit grand groupe, première banque européenne, dit grande responsabilité, et si possible, une grande philanthropie au service justement de l'impact et de la transformation de la société. Vous évoquiez tout à l'heure les Américains donc, qui ont créé des fondations quasiment en même temps que les boîtes, c'est quasiment automatique. Dans ce pays, est-ce que ça fait partie des pays qui vous inspirent quand vous bossez? Oui. Moi, j'ai beaucoup regardé ce que faisait par exemple la Fondation Gates, parce que je les connaissais avant d'arriver à la Fondation BNP Paribas. On a un programme aussi avec eux qui est vraiment intéressant, puisqu'il permet à des jeunes femmes en Afrique, notamment au Kenya et au Nigeria. Ce sont des jeunes femmes qui se destinent au métier de la science et notamment à la recherche scientifique. Ça leur donne les moyens de faire elles-mêmes des recherches pour lutter contre le dérèglement climatique. On a un autre programme qui est au Sénégal qui permet à 15 000 femmes sénégalaises, agricultrices, de pratiquer cette agriculture résiliente qui est aujourd'hui la forme de demain en fait de l'agriculture. Donc du coup, c'est vrai que les Américains sont inspirants parce qu'ils ont une chose et une obsession qui est aussi la mienne, c'est l'impact. Il faut que ça marche. Moi, effectivement, j'ai eu la chance de rencontré 2 fois Melinda French, on l'appelle comme ça maintenant, et effectivement, moi quand je lui ai demandé comment elle faisait justement, elle m'a dit j'applique les mêmes méthodes que chez Microsoft, et on est vraiment dans des objectifs à atteindre. Donc moi j'ai des objectifs bien précis, si vous le souhaitez on pourra se retrouver dans 1 an, et on verra s'il y a moins de femmes battues, s'il y a plus de jeunes embauchés en Seine-Saint-Denis, si on a fait avancer l'égalité des chances par exemple à Marseille ou ailleurs dans le monde, et on verra justement si on a eu de l'impact. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment Isabelle Giordano, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.